Bonjour à tous, je m'appelle Nadège Cordel, je suis dermatologue, présidente du groupe d'études des maladies systémiques en dermatologie de la Société française de dermatologie et responsable du centre de compétences de la filière FAI2R pour la Guadeloupe. Je suis affiliée à l'unité INSERM Panthère, dont les axes de recherche forts sont l'auto-immunité et les maladies neuromusculaires, en lien avec ma thématique d'intérêt que sont les myopathies inflammatoires auto-immunes dont nous allons parler aujourd'hui. Je n'ai aucun lien d'intérêt à déclarer pour cette présentation. En revanche, j'ai des remerciements à formuler auprès du professeur Didier Bessis qui m'a aidé à enrichir l'iconographie de cette présentation. Alors, les myopathies inflammatoires idiopathiques, qui sont communément appelées myopathies inflammatoires ou myosites, regroupent en fait plusieurs entités bien distinctes. Ce schéma, issu de la publication du professeur Olivier Benveniste et son équipe, l'illustre parfaitement. Dans cette belle étude observationnelle, les patients ont été positionnés dans un espace à 2 dimensions en fonction de la nature de leurs auto-anticorps spécifiques et de leur présentation clinique, avec prise en compte de plus de 700 variables. Vous voyez ici que 4 groupes de patients se distinguent nettement, correspondant à 4 groupes de myopathies inflammatoires que vous connaissez bien. Les myosites à inclusion, les myosites nécrosantes, le syndrome des antisynthétases et la dermatomyosite. Cette étude confirme également que le terme ancien de polymyosite, issu des descriptions princeps des myopathies inflammatoires en 1975, regroupe sous le même nom des pathologies trop diverses pour continuer d'être utilisées. Enfin, elle met en évidence 2 grandes familles de myosites inflammatoires, celles qui sont restreintes au tissu musculaire d'une part, et celles qui ont un tropisme musculaire et extramusculaire. Ainsi, l'atteinte cutanée est quasi inexistante dans la myosite à inclusion et rare dans les myosites nécrosantes. En revanche, elle est présente, voire floride, dans le syndrome des antisynthétases et dans la dermatomyosite. Cette diapositive illustre l'éruption cutanée qui n'est pas caractéristique et qui est rare au cours des myosites nécrosantes. Vous voyez cette éruption qui est érythémateuse, maculeuse, c'est-à-dire sans relief, chez une patiente qui avait une myosite nécrosante avec anticorps anti-SRP très sévère. Le syndrome des antisynthétases se caractérise par l'association d'une atteinte inflammatoire musculaire, articulaire et interstitielle pulmonaire, dont les degrés d'intensité sont variables, à des anticorps spécifiques dirigés contre des enzymes ubiquitaires, les aminoacyles tRNA synthétase. Les plus fréquents de ces auto-anticorps sont les anticorps anti-JO1 devant les anticorps anti-PL7 et PL12. Les autres auto-anticorps sont beaucoup plus rarement mis en évidence avec les techniques usuelles. Les manifestations dermatologiques caractéristiques du syndrome des antisynthétases sont le syndrome de Raynaud, présent chez 20 à 48% des patients au moment du diagnostic, et les fameuses mains de mécaniciens qui sont présentes dans 11 à 27% des cas, soit au moment du diagnostic, soit au cours de l'évolution. Le terme de main de mécanicien fait référence à l'aspect calleux des mains du travailleur manuel. C'est une dermite fissuraire et kératosique, pigmentée chez les sujets à peau foncée, qui prédomine sur les bords latéraux, surtout le bord radial des 2e et 3e doigts, et le bout des doigts. Elle peut atteindre également la paume des mains et même la plante des pieds. Sa prévalence au cours du syndrome des antisynthétases est de 11 à 27%. Elle peut être inaugurale ou survenir au cours de l'évolution. À noter que sa présence et son intensité sont totalement indépendantes du type d'auto-anticorps antisynthétase. Ce signe est parfois très discret, comme vous voyez chez ce patient, à gauche, et il faut savoir le rechercher systématiquement, en particulier chez les patients réanimatoires hospitalisés pour une pneumopathie sévère sans orientation diagnostique. À noter que les mains de mécaniciens ne sont pas spécifiques du syndrome des antisynthétases et qu'on les retrouvera plus loin dans l'exposé. La dermatomyosite est la myosite inflammatoire qui touche la peau par définition. Plusieurs classifications
avec des critères diagnostiques différents, se sont succédés depuis les premières descriptions en 1975, mais il existe toujours des manifestations cutanées typiques et une histologie musculaire caractéristique que je vous ai rappelée ici. Les manifestations cutanées typiques sont de deux types. Des signes cutanés spécifiques, les papules de Gautron, qui sont des papules érythémateuses, un peu squameuses, qui siègent en regard des articulations métacarpophalangiennes et interphalangiennes, qui peuvent prendre un aspect érythémateux violacé chez les patients à peau foncée, comme vous voyez ici. Le signe de Gautron, qui sont des bandes longitudinales érythémateuses qui suivent le trajet des tendons des fléchisseurs de la main. L'érythème lilacé des paupières, que vous voyez ici chez une patiente à peau foncée. L'érythème héliotrope, ou le signe du V. La poïkilodermie, qui associe des lésions pigmentées, hypopigmentées, un érythème télangiectasique et une atrophie cutanée. L'érythème flagellé que vous voyez ici et qui correspond à des stries, comme si on avait été fouetté, flagellé, qui siège au niveau du haut du dos et des épaules. Et puis le signe du châle, qui est un érythème maculopapuleux étendu sur le haut du dos et sur les épaules. Les manifestations cutanées qui sont non spécifiques sont des manifestations vasculaires qui associent un érythème périongéal avec des mégacapillaires qu'on peut voir à l'œil nu. Quand il associe également une hyperkératose de la certissure des ongles, on appelle ce signe le signe de la manucure. Et puis il existe également des lésions de vascularite, de nécrose cutanée comme vous voyez ici, et de phénomènes de Raynaud. Les autres signes cutanés non spécifiques sont la photosensibilité, le prurite qui est méconnu dans la dermatomyosite et présent dans 30% des cas, la mucinose et les calcifications. Alors, signes cutanés spécifiques, signes cutanés non spécifiques, quelle est la différence? Eh bien, c'est l'histologie cutanée. Dans les signes cutanés spécifiques, une biopsie de peau montrerait à l'examen histologique une dermite de l'interface typique avec vacuolisation des cellules de la couche basale, comme vous voyez ici, associée à des degrés divers à une hyperkératose, une atrophie de l'épiderme, un épaississement de la membrane basale, une incontinence pigmentaire, des dépôts de mucine comme on voit sur cette coloration, et un discret infiltrat inflammatoire lymphocytaire à tropisme périvasculaire. La dermatomyosite, c'est aussi des anticorps spécifiques. Et comme vous voyez illustré sur cette diapositive, il y en a un assez grand nombre et surtout de nouveaux anticorps depuis une quinzaine d'années. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont présents à une fréquence très variable en fonction des séries qui varient en fonction des tests utilisés, de l'ethnie des patients et de la population ciblée, adultes ou enfants. En routine, ils sont mis en évidence par la technique d'immunodote. Ces anticorps spécifiques sont associés à des phénotypes particuliers, non seulement extracutanés, comme on a pu voir dans la publication que je vous ai présentée au début de l'exposé, mais également cutanés, avec des implications à la fois diagnostiques, pronostiques en termes d'atteinte viscérale et d'association à un cancer, et thérapeutiques, de sorte qu'on peut aborder la dermatomyosite par une approche anticorps spécifique. La dermatomyosite avec anticorps anti-MI2 et la dermatomyosite dont les manifestations cutanées sont classiques, semblables aux diapos précédentes. La prévalence de cet auto-anticorps est de 20 à 30%. Et il faut savoir que c'est le premier auto-anticorps qui a été associé spécifiquement à la dermatomyosite. Il est important de noter que dans cette forme dite classique, une étude française a récemment mis en évidence que l'atteinte musculaire était sévère dans la moitié des cas, dans une série de 75 patients. Par ailleurs, l'association au cancer dans cette dermatomyosite, réputée de bon pronostic, est controversée. La dermatomyosite avec anticorps anti-MDA5 est une dermatomyosite avec une atteinte musculaire qui est minime, voire inexistante, et dont le pronostic
est liée à l'atteinte pulmonaire qui se manifeste par des syndromes de détresse respiratoire aiguë, par des pneumopathies interstitielles, voire à des pneumopathies organisées dans 70 à 80% des cas. Il faut savoir que l'atteinte articulaire est parfois inaugurale et que l'atteinte cutanée est stéréotypée et cible les mains en plus des signes classiques. Tout d'abord, et comme dans une review qui avait été publiée dans le Journal of the American Academy of Dermatology en 2018, les lésions caractéristiques correspondent à des ulcérations et des nécroses des mains, comme vous voyez sur ces photographies. Il existe également des macules, c'est-à-dire sans relief, et des papules érythémateuses en regard des plis interdigitaux à la face palmaire des mains. Et puis on retrouve les mains de mécaniciens qui ne sont donc pas spécifiques du syndrome des antisynthétases. Il existe également des lésions érosives de la muqueuse buccale, comme vous voyez sur ces photographies. Enfin, une équipe japonaise a récemment décrit des macules violacées de l'antéhélix et de l'hélix. À noter que dans notre expérience, ces lésions sont aussi présentes dans la dermatomyosite avec anticorps anti-MI2. La dermatomyosite avec anticorps anti-SAE est une forme rare car la prévalence de cet auto-anticorps est de 1 à 8% selon les séries. L'atteinte musculaire est peu sévère, voire inexistante, mais centrée par une dysphagie qui est présente chez 40% des patients. L'atteinte cutanée est souvent inaugurale et consiste en des signes classiques, mais une éruption particulière a récemment été décrite. Il s'agit du signe des ailes d'ange, comme vous voyez sur ces photographies, qui peut être soit blanc sur fond érythémateux, soit érythémateux sur fond blanc, et qui correspond, sur le plan histologique, à la description typique des lésions de dermatomyosite que je vous ai précédemment décrites. La dermatomyosite avec anticorps anti-NXP2 est le plus souvent la dermatomyosite de type juvénile. Cependant, elle atteint l'adulte dans 10 à 20% des cas. L'atteinte musculaire est constante et intense, la dysphagie est fréquente et il faut savoir qu'il y a un fort risque de calcinose sous-cutanée, comme vous voyez sur cette photographie, qui est plutôt lié à l'intensité de l'atteinte histologique musculaire qu'à l'auto-anticorps spécifique. Il faut noter que cette dermatomyosite a une fréquence d'association à un cancer assez élevée de 24 à 37%. Les particularités cutanées, mis à part le fort risque de calcinose sous-cutanée, sont la présence d'œdème sous-cutané, comme vous voyez chez ce patient. La dermatomyosite avec anticorps anti-typhin gamma est caractérisée par une fréquence d'association à un cancer très importante, de 60 à 80%, avec un surrisque de 9,7 fois, comme montré dans une méta-analyse française récente. Cet anticorps, l'anticorps anti-typhin gamma, est présent dans 20 à 40% des dermatomyosites, plus fréquemment chez les caucasiens que dans les séries asiatiques. L'atteinte musculaire y est minime, mais la dysphagie est fréquente. L'atteinte cutanée est stéréotypée. Tout d'abord, il existe des lésions psoriasiformes et des lésions décrites comme red on white par l'équipe de David Fiorentino, qui sont donc des macules sans relief, érythémateuses, sur fond blanc. La poïkilodermie, donc ces lésions qui associent des lésions pigmentées, de l'hypopigmentation et un érythème télangiectasique, est aussi présent de façon caractéristique dans cette forme de dermatomyosite. Un signe très typique, ce sont également les papules de Gauceron qu'on pourrait dire inversées, puisqu'elles siègent sur la face palmaire des mains et elles ont souvent un aspect verruqueux. Il existe également un purpurat du scalp et du visage qui est caractéristique de cette forme de dermatomyosite. Enfin, décrite par plusieurs équipes, le patch ovoïde palatin que vous voyez ici sur ces photographies. Pour terminer avec cet exposé et avec l'anticorps anti-typhin gamma, j'aborderai la pseudodermite séboréique. La dermite séboréique est une dermatose courante qui touche les régions séboréiques du visage, sillon nasogénien, sourcils, glabelle, et qui se manifeste par un érythème squameux avec des squames grasses. Eh bien, dans notre expérience clinique, ce signe est
présent au cours de la dermatomyosite, dans la littérature également. Il est mal connu des cliniciens qui ne sont pas experts, rapporté dans 10 à 80% des séries, et il ne s'associe ni à des manifestations viscérales particulières, ni à une fréquence accrue de cancer. En 2021, une équipe japonaise a publié dans le Journal of American Academy of Dermatology une série de 11 patients japonais atteints de pneumopathie interstitielle diffuse pour 8 d'entre eux, qui présentaient pour 6 d'entre eux des anticorps anti-MDA5, et la conclusion des auteurs était que la pseudodermite séboréique est donc associée à une pneumopathie interstitielle rapidement progressive. Cependant, comme vous le savez, cet auto-anticorps est très prévalent dans la population asiatique et associé dans 70 à 80% des cas à une pneumopathie interstitielle diffuse. Nous avons mené une étude rétrospective avec le groupe d'études des maladies systémiques en dermatologie pour faire le point en population française sur cette association entre pseudodermite séboréique au cours de la dermatomyosite et pneumopathie interstitielle diffuse. 26 patients ont été inclus dans cette étude et vous voyez que l'auto-anticorps le plus fréquemment retrouvé était l'anticorps anti-Tif1 gamma, que seulement 2 patients avaient des auto-anticorps anti-MDA5, ces mêmes 2 patients qui avaient une pneumopathie interstitielle diffuse, ce qui correspond seulement à 8% des patients de la série. On peut donc, au vu de ces résultats, conclure qu'en population française, à partir d'une série de taille 2,5 fois plus grande que la série japonaise, conclure que la pseudodermite séboréique n'est pas associée à une pneumopathie interstitielle diffuse et que, en France, en tous les cas, l'anticorps le plus fréquemment retrouvé est l'auto-anticorps anti-Tif1 gamma. Je vous remercie de votre attention.